Burkina Faso a inauguré cette semaine une usine de lampes solaires avec l'ambition de transformer une ressource naturelle dont il jouit en abondance, les rayons du soleil, en électricité, une énergie qui lui fait cruellement défaut. La création de cette première usine de lampes solaires est un beau pari économique au service d'une belle cause. Donner à tous les Burkinabés la possibilité, la nuit, de s'éclairer. Et mieux encore, en produisant sur place ces lampes, à un coût donc moindre, en créant des emplois sur place, ici, à Lédoux, et en formant des ouvriers. Installée sur une dizaine d'hectares, la start-up lancée par deux jeunes Français, Arnaud et Maxence Chaban, est adossée à une entreprise familiale spécialisée dans la transformation de métaux basée à Saint-Galmier, près de Saint-Étienne, dans le centre de la France. Les besoins en termes d'accès à l'énergie restent immenses et nous ne sommes pas satisfaits des solutions qui sont proposées aujourd'hui aux populations africaines. Souvent des produits de faible qualité qui grèvent d'autant plus le budget des familles. Le défi de notre entreprise est de fabriquer nos produits localement, aujourd'hui à Dédougou et bientôt partout en Afrique. Pays pauvre enclavé d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso a le coût de kilowatt par heure le plus cher d'Afrique. L'électricité est une denrée rare, accessible à seulement 19% des 19 millions d'habitants. En zone rurale, seuls 3% de la population a accès à l'électricité, contre 59% en milieu urbain, où les coupures sont toutefois fréquentes. Le pays produit 60% d'énergie thermique et 8% d'hydroélectricité, le reste étant importé de la Côte d'Ivoire et du Ghana voisin. Le projet intéresse déjà d'autres pays africains confrontés au même problème d'électrification. Le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal ou le Mali sont des pays partenaires où la Gazelle envisage ouvrir de nouvelles usines dans les prochaines années. Un corps, 2 ceintures d'explosifs et 3 motos calcinées, c'est le spectacle qu'offre la devanture du mur criblé de balles de la prison de Koutoukale, à 50 km au nord-ouest de Niamey. Des hommes armés ont lancé lundi à l'aube une spectaculaire attaque contre l'établissement pénitentiaire, le mieux gardé du Niger, où sont détenus de nombreux djihadistes avant d'être repoussés par les forces de sécurité. Cette attaque ratée survient après l'enlèvement vendredi de travailleurs humanitaires américains que ces ravisseurs ont amenés au Mali voisin. Selon le bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, il y a 2 blessés dans les rangs des gardiens de la prison et un mort chez l'ennemi. C'est une preuve du caractère terroriste de l'opération, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur qui précise: en nombre indéterminé et lourdement armés, les assaillants ont fui et nos forces sont à leur recherche. Le président de la République a donné des instructions pour que les terroristes soient traqués et rattrapés. En juin 2013, la prison civile de Niamey avait été attaquée par un commando armé, tuant au moins 2 gardes pénitentiaires et en blessant 3. Les assaillants avaient réussi à exfiltrer 22 terroristes, dont des combattants de Boko Haram, ainsi que Cheiban Ould Ama, un grand criminel malien qui était déjà condamné pour l'assassinat d'un Américain à Niamey en 2000. Pour empêcher l'infiltration de groupes armés et faire face à la menace permanente, le Niger, qui fait fréquemment appel aux bailleurs de fonds internationaux, mobilise d'importantes ressources pour ses dépenses militaires. Il accueille des bases militaires françaises et américaines et une base logistique allemande doit être construite dans les mois qui viennent. Après les élections de septembre, le nouveau président des Seychelles appelle au dialogue et à l'unité nationale. Comme le prévoit la constitution sécheloise, le vice-président Danifort a été nommé en remplacement de James Michel lors d'une cérémonie en fin d'après-midi dimanche au palais présidentiel de Victoria, la capitale de cet archipel de 115 îles, vivant principalement du tourisme et de la pêche. Michel et Faure, respectivement âgés de 72 et 54 ans, sont issus du même parti, le LEPEP, est-parti unique au pouvoir depuis 1977. Or, si Faure entend mener à son terme le mandat de 5 ans obtenu fin 2015 par Michel, l'opposition forte de sa nouvelle position au Parlement et du résultat extrêmement serré de la dernière élection présidentielle réclame du nouveau chef de l'État qu'il organise au plus vite un nouveau scrutin présidentiel. Depuis,
pouvoir et opposition gonflent leurs muscles en vue d'un bras de fer qui semble de plus en plus inévitable. Le 8 octobre, l'opposition a défilé dans les rues de Victoria pour réclamer un nouveau scrutin présidentiel. Le LEPEP a répondu une semaine plus tard par une manifestation en soutien à Danifort, une première depuis le retour du multipartisme. Le nouveau président n'a à aucun moment suggéré que sa prise de fonction n'a pour vocation que d'assurer une transition dans l'attente d'un nouveau scrutin présidentiel. Chacun d'entre nous peut interpréter les résultats des élections de manière différente, a-t-il dit. Danifort s'est par ailleurs dit prêt à travailler avec l'Assemblée nationale, devant laquelle il doit s'exprimer ce mardi pour expliquer le travail du gouvernement.